Logique. Normalement, ça devrait fonctionner. Tac. Ah bah, c'est bon. Yes, merci Samuel, ça marche. Excellent. Bah, Bon, est-ce qu'on va y super, arriver? la solution. Je pense que ça marche maintenant. C'est Ouais. excellent. Je viens de voir le commentaire de Samuel, là, je suis sur l'appli StreamYard. Je vois à peu près les vues. Première diffusion, hein, donc du coup, chers On rôde, amis, on rôde excuserez aussi. le temps qu'on prenne en main les outils. Alors, juste pour faire un petit topo, donc début de ce live, donc c'était censé être 21h, mais bon, le temps de mettre en place tout ça, on va essentiellement parler d'une chose qui vous a surtout intéressé dans les rooms qu'on a l'habitude de faire maintenant tous les midis pendant 1 heure à échanger ensemble sur des sujets IMO. Salut Alix, merci d'être présent. Eh ben, on va parler, on a eu quand même de la demande sur le partage factuel de nos premières acquisitions. Et du coup, on a décidé de faire un streaming grosso modo sur le sujet. On va partager exclusivement nos premières acquisitions. Donc, et aujourd'hui, j'accueille naturellement dans le groupe bah, Florent Richard, et qui va parler un tout petit peu de lui tout à l'heure, mais qui va nous expliquer aussi comment il a pu accéder à sa première acquisition et surtout comment il s'est lancé. Et quelques chiffres à la clé, hein, bien entendu. Florent, comment vas-tu? Je vais très bien, j'espère que toi également et ceux qui sont présents sur ce live. Alors c'est vrai que moi j'avais plutôt, mais après il n'y a aucun problème, hein, de toute façon, j'avais plutôt préparé, tu sais, je t'avais dit que je préparais un petit peu des données sur mon premier immeuble qui est pas ma première opération. Mais je peux Exact. tout à fait partir, si tu le souhaites, sur ma première acquisition, mon premier investissement immobilier. Il y a aucun problème, tu me dis ce qui te semble pour toi le mieux pour ce petit live de ce soir. Allez, alors partons sur le premier immeuble de rapport, puisque je pense que c'est les chiffres que tu as préparés exclusivement. Je pense que, alors juste pour rappel, hein, je pense que là, moi, je peux pas échanger avec vous normalement dans les commentaires parce que j'ai l'impression que ça pose problème avec le compte que j'ai actuellement de StreamYard, mais vous pouvez changer. On voit passer vos messages, donc vous pouvez naturellement poser les questions directement dans les commentaires et on les voit passer et on pourra vous répondre naturellement. Donc, Florent, je pense que là, dans les faits, on va parler de ton immeuble de rapport. Avant, d'imaginer peut-être la première acquisition une autre fois, mais pour l'instant, ce que tu as préparé, qu'on aura l'occasion d'aborder, et j'ai bien envie que tu te présentes à nous avant tout, Ouais. qu'on sache un peu qui tu es et surtout qu'est-ce que tu fais actuellement. Bah, écoute, avec plaisir. Donc, je m'appelle Florent Richard, j'ai 32 ans, bientôt 33. À la base, j'ai une formation d'ingénieur informatique. Dès la fin de mes études, j'avais, comme beaucoup ici, je pense, une passion, l'immobilier que j'avais pas débuté. Et à la fin de mes études, bah, ça a été un petit peu l'occasion d'aller tester ce marché. Donc, je me suis Mm. lancé dans l'immobilier en 2000. J'ai toujours un doute. Je crois que j'ai fini mes études en 2015, donc en 2016, je me suis lancé dans l'immobilier. J'ai investi principalement jusqu'à aujourd'hui à Marseille. Alors, beaucoup de personnes me demandent pourquoi à Marseille. Je vais y répondre tout de suite. Ça a été principalement pour des questions de rentabilité que je trouve pas en région parisienne où j'étais à l'époque. Ouais. Et aujourd'hui, je suis sur Bordeaux. Je continue à investir sur Marseille. J'investis également sur Bordeaux depuis maintenant 1 an. Et je me suis spécialisé sur Marseille en location courte durée pour diverses raisons, notamment
la principale, comme vous la connaissez tous, pour une raison de rentabilité. Et voilà, j'ai fait mon petit bout de chemin petit à petit depuis 2016 dans l'immobilier et je vis aujourd'hui que de l'immobilier. J'ai pas d'activité annexe, que ce soit salariale ou même entrepreneuriale, même si j'en ai une par le passé, qui me permet aujourd'hui de vivre. Voilà, c'est vraiment mon activité qui me permet de vivre tous les jours et de continuer à développer mon patrimoine au quotidien. Et donc là, avant de rentrer dans le vif du sujet, petit disclaimer, en fait, quand on n'est que dans l'immobilier, qu'on n'a que des revenus immobiliers, on peut continuer à investir et c'est factuellement le cas puisque tu continues à investir. Tu as posé des offres d'ailleurs là récemment. C'est Donc, ça, ouais, enfin, tout à fait. En ce moment là, j'ai que 4 offres, 4, enfin 4 séries de grosses offres que j'ai faites sur 2 immeubles à Marseille, un immeuble à Bordeaux, mhm, qui est parti aujourd'hui, et un appartement également sur Bordeaux. Bien évidemment, même quand on a que de l'immobilier, on peut continuer à investir. Je dirais, alors chacun a son parcours, hein, mais que c'est une stratégie où en tout cas, faut s'adapter de manière un petit peu différente. Faut vraiment, ça reste mon avis, hein, mais il faut vraiment essayer de se professionnaliser pour ne plus paraître, on va dire, auprès des banques comme un bon père de famille qui veut faire de l'investissement, mais plutôt mhm. comme un professionnel de l'immobilier qui cherche à développer sa société dans l'immobilier. Très très bien. Bon, mais ça fera l'objet peut-être de sujets de discussion annexes pour savoir un peu comment on analyse le regard d'un professionnel de l'immobilier plutôt que d'un, ouais, comme tu dis, de mon père de famille qui cherche à gérer son patrimoine carrément immobilier. Mmh. Mais on pourrait tous se poser la question comment tu arrives à te faire financer. Mais c'est pas le but aujourd'hui. Le but aujourd'hui, c'est de parler justement de ta première acquisition. C'est vrai que c'est là, au-delà de ta première acquisition, c'est plutôt ton premier immeuble de rapport. Du coup, là, on va plutôt aborder. Moi, je me rappelle encore ma première acquisition. C'était alors avec des erreurs potentielles, hein, des trucs que j'ai même pas calculés, qui s'avèrent aujourd'hui un avantage, mais je sais que c'était l'euphorie totale. Donc, alors, tu veux axer le stream aujourd'hui sur un immeuble de rapport. Moi, ça me va très très bien. C'est un sujet que je connais aussi, puisque je suis que dans ça. Alors, immeuble de rapport de Florent. Déjà, où est-ce que ça se situe? On est sur quelle ville? Alors déjà, forcément Marseille. Pourquoi j'ai choisi, pour ce soir l'immeuble de rapport? C'est pas parce que c'est un projet qui est plus gros qu'un autre, mais c'est parce qu'il était question aussi de pas donner que les points positifs, qu'on peut avoir dans l'immobilier, mais aussi de donner un petit peu, les choses auxquelles on peut être confronté sur un parcours, immobilier, sur un investissement. Et c'est vrai que Exact. cet investissement, finalement, il regroupe un petit peu, pas mal de problèmes, de choses auxquelles j'ai été confronté et où j'ai dû trouver des solutions, pour m'en sortir. Parce que j'aime à dire que pour moi dans l'immobilier, enfin moi en tout cas personnellement dans l'immobilier, j'ai eu des problèmes plus ou moins graves quasiment sur tous mes projets. Et pour moi, la force de l'investisseur et de l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui est capable de justement de pas se mettre la tête dans le guidon, mais face à un problème, de prendre du recul et de trouver une solution, par rapport à ces problèmes. Et c'est justement comme ça qu'on arrive à valoriser nos biens immobiliers et en tirer éventuellement des plus-values, des belles rentabilités, voilà. Un petit peu toutes ces choses-là. Donc c'est pour ça vraiment que j'ai choisi ce bien. Ce projet-là. Ok, d'accord. Allez, rentrons dans le dur du sujet. On est sur l'immeuble de rapport, donc à Marseille. Voilà. Euh, Et présente-nous un tout petit peu les éléments. exactement. Alors ce projet, comme tu l'as dit, c'est un projet à Marseille que j'exploite aujourd'hui en location courte durée. C'est un petit immeuble qui fait 150 mètres carrés. Il y a 4 lots. Il y a aujourd'hui 3 T2 et un T3 exploités entièrement en location courte durée. Ok, Quand je l'ai acheté, c'était pas du tout ça. Il y avait que 2 lots. Il y avait un T2 et un duplex sur le deuxième et troisième étage. ok, Hem, les difficultés auxquelles j'ai été confronté dès le départ, comme on peut tous l'être, ça a été, alors déjà moi il y a la distance. À l'époque, 2018, j'avais emménagé sur Bordeaux.
Donc c'est toujours compliqué des fois de se positionner sur un bien quand on est à distance. Il y a des Mhm. process qu'on peut mettre en place, comme quand vous entendez bien, par exemple, avec un agent immobilier, faire des visios, des choses comme ça. Mais Ouais. là, à l'époque, c'était pas encore fait. En gros, on m'a appelé, on m'a dit, Florent, j'ai un bien qui peut t'intéresser. Est-ce que tu peux être sur Marseille, en gros, demain? Mhm. Donc là, bah, je dis OK, je book un train ou un avion, je me souviens plus, et je me suis déplacé à Marseille. Donc il y a la première chose à laquelle j'ai été un petit peu confronté, ça a été la concurrence sur son bien. Par chance, j'ai été le premier à le visiter. Mais lorsque je terminais ma visite, il y avait déjà 4 ou 5 personnes qui attendaient en bas de Qui l'immeuble pour le attendait. visiter. Voilà. Ok. Mais donc, dans le Alors, genre de situation. Ouais, vas-y, vas-y. juste une question. Alors, on t'avait donné tous les chiffres avant de partir ou tu t'es parti à l'aveugle comme ça en faisant confiance un peu à l'agent IMO? Alors, c'est un agent immobilier avec qui j'avais déjà travaillé. Donc Hmm. l'avantage de ça, c'est qu'il connaissait un peu mes critères. Il savait Ouais. un petit peu le type de bien que je recherchais. Donc j'avais quand même quelques éléments. Il m'a pas dit simplement, «Viens, j'ai un produit à te présenter», mais il Ok. m'avait quand même donné, la surface, le prix, un petit peu, toutes ces choses-là qui me permettent quand même de faire une pré-analyse et de pas se déplacer pour rien non plus, quoi. Pour rien du tout. Ok. Bon, mais Voilà. très bien. Allez, je te laisse poursuivre naturellement. Voilà, donc comme je te le disais, une concurrence, on était plusieurs dessus. Alors j'étais encore un petit peu, j'avais déjà, mes premières opérations qui étaient passées, mais bon, j'étais encore en rodage au niveau de l'investissement. De manière générale, on veut toujours essayer de forcément d'avoir le meilleur prix de vente possible. Donc le jour même, j'ai fait une offre, je crois, 1 heure ou 1 heure et demie après la visite, j'ai fait une offre. J'ai essayé de négocier. C'était un bien qui était affiché à, alors que je me trompe pas, qui était affiché à 294 000 net vendeur, 315 000 euros frais d'agence inclus. Ok. Donc j'ai essayé de négocier 30 000 euros. Et le jour même, en gros, j'ai visité le matin, j'ai Ouais. fait l'offre vers midi. Le jour même, vers 17 h, j'ai dû en gros, abandonner ma négociation et me repositionner directement au prix. Sinon, le bien me Ça te passait sous passait. le nez. Ah ouais, Voilà. d'accord. Donc, des fois, juste la petite leçon que j'ai appris là-dessus, c'est juste sur cette étape, faut savoir être capable de se positionner très très vite en analysant de manière très rapide également le bien, et savoir Hmm. se remettre en question des fois. Est-ce que ça vaut le coup d'aller négocier 5 ou 10 000 euros sur un projet qui est déjà rentable, Hmm, hmm. au risque de perdre le bien. Donc ça a été ma première petite challenge, petite chose auquel j'ai été confronté, mais ça reste gentillet. Donc après, forcément, une fois que c'est accepté, on passe devant chez le notaire pour signer le compromis sous 1 mois à peu près. Hmm, hmm, hmm. Donc là, que j'ai tous les documents pour aller chercher mon financement. Ouais. À l'époque, j'avais déjà un petit peu d'encours avec mes premiers biens. Donc ça, je pense que ça peut parler à tous ceux qui ont déjà un peu investi. J'étais confronté à l'époque, même encore aujourd'hui, hein, à trouver un financement qui est pas forcément très facile. Hmm, Donc j'ai hmm, dû hmm. démarcher un certain nombre de banques. Là, j'ai fait fonctionner à la fin parce que j'ai dépassé le délai pour l'acquisition. J'ai fait fonctionner mon réseau, et souvent, faut vraiment pas sous-estimer la puissance du réseau, parce que c'est quelqu'un que je connaissais qui m'a donné un contact sur Marseille dans une banque, qui m'a permis d'avoir le crédit. Le financement, Euh, ok. voilà, qui m'a permis d'avoir le financement. Et après, bah, forcément, une fois qu'on est content, donc en termes de financement, ce que j'ai demandé, j'ai fait ce qu'on appelle un acte en main. Donc, pour ceux qui connaissent pas, l'acte en main, c'est en gros, c'est d'inclure les frais de notaire dans le prix de vente, pour essayer un petit peu on va dire, de flouer la banque sur l'apport qu'on peut mettre sur le bien. Et j'ai emprunté une partie de travaux, j'ai emprunté 30 000 euros de travaux. En gros, ça faisait une enveloppe globale de 350 000 euros. Et Hmm. donc après, j'ai commencé à concevoir et à me projeter réellement sur ce bien et voir comment je pouvais l'optimiser. Donc la première partie, ça a été déjà division de l'eau. Donc c'était un immeuble, comme je vous l'ai dit, qui avait 2 appartements. Je voulais pas faire Exact. de division non officielle, donc j'ai voulu faire quelque chose de vraiment carré. Alors pour ceux qui connaissent un peu Marseille, comment dire? C'est un écosystème, c'est une ville qui est un petit peu à
À part peut-être d'autres villes, c'est-à-dire que moi, je suis parti vraiment dans l'optique de faire quelque chose de carré et finalement, c'est mes interlocuteurs qui ont fait que je n'ai pas fait quelque chose de complètement carré. Hmm, Pourquoi je dis ça? Exemple, division des lots, donc obligé de déposer, de faire les démarches, de déposer une demande auprès d'Enedis pour installer des nouveaux compteurs. exact. J'ai quelqu'un qui se déplace avec un plan des raccordements dans la rue. Ce monsieur se vante en me disant on a la carte la plus précise de France en termes de réseau, machin et tout, et il me dit moi dans votre rue il n'y a aucun raccordement. Je lui dis comment ça? Je lui dis il y a plein d'immeubles dans la rue, c'est pas possible. Hmm, hmm, hmm. Et il me dit oui, vous savez, on est à Marseille, il y a déjà eu des branchements sauvages. Je lui dis ouais, ok. Après, ça me paraissait un peu bizarre, c'était une rue complète. Et donc là, il me demandait près de 40 000 euros pour refaire le raccordement parce qu'il m'expliquait que en fait, j'avais des pavés dans la rue Ouais, qu'ils allaient certainement devoir faire sauter les pavés pour refaire le raccordement, qu'ils ne travaillaient pas sous tension, que les pavés, ça coûtait extrêmement cher, fallait les importer de Chine, machin et tout, et qu'en gros, il y en aurait pour près de 40 000 euros. Donc, ça remettait vraiment en cause mon projet de base. Et finalement, ça s'est transformé en mode, le mec m'a dit, écoutez, moi, votre dossier, je vais le traiter, mais je veux pas de paperasse chez Enedis. Donc, on va le faire en loose day. Donc, qu'est-ce que ça a été en loose day? En gros, il m'a dit, vous faites vos travaux dans votre immeuble, sauf le ouais, raccordement, parce que le raccordement, c'est quand même assez dangereux. Il me dit, quand vous êtes prêt, je vous donne une adresse pour récupérer les compteurs Enedis. Vous allez les récupérer vous-même à l'adresse, vous les hmm, installez, et moi ensuite, je vous enverrai quelqu'un pour faire le raccordement. Donc finalement, de 40 000 euros, ça m'est revenu à vraiment pas cher, ça m'est revenu à 1500 euros parce que ça m'a coûté que le coût du matériel et mon électricien qui a fait l'installation. Mais hmm. voilà, c'est quelque chose auquel j'ai été confronté qui a été assez compliqué à gérer pour moi qui faisais ça pour la première fois. Et ensuite, là, on va vraiment rentrer dans la partie où j'ai rencontré des galères, on va dire, pour moi en tout cas, qui ont été d'un autre niveau. Souvent, en tant qu'investisseur, on cherche des biens à rénover. Parce qu'on sait que c'est là souvent on va réussir à valoriser le bien en faisant des travaux de qualité, voilà, en achetant Ouais. quelque chose de pourri pas cher en le rénovant. Et Hmm, là, ce qui s'est passé, donc j'ai pris une entreprise, j'ai fait faire deux devis, une entreprise que je connaissais, une que je connaissais pas. J'ai décidé de prendre celle que je connaissais pas parce que celle que je connaissais n'était pas disponible à ce moment-là. ok. Mais malgré tout, cette entreprise m'avait été quand même conseillée. Donc comme je reviens comme tout à l'heure pour la banque, c'est vrai que le réseau, c'est très important. Et donc là, on me l'a conseillé, donc j'allais un peu confiant en me disant, bon, bah, ils ont déjà bossé ensemble, c'est des gens sérieux. Et en fait, il s'est avéré que donc ils m'ont fait un devis pour faire les travaux et que bah, en fait, ça a été malfaçon sur malfaçon. Alors là, c'est dommage. De toute façon, je ne l'ai pas préparé, mais je peux pas vous partager des photos ou des choses comme ça. Mais par exemple, Hmm. c'était des carreaux de carrelage de grand format qui, au bout de même pas un mois, commençaient déjà à se décoller dans la salle de bain. C'est Ah des ouais. bacs à carreler. Voilà, c'est des bacs à carreler. Les bandes d'étanchéité n'ont pas été faites. Hmm. Voilà, enfin, là, c'est un petit exemple, un petit échantillon, mais c'était un petit peu ça. Et en fait, pour que vous compreniez le contexte, j'ai eu aussi, pour la petite anecdote, derrière les murs de salle de bain, c'était une entreprise roumaine. Alors, ça n'a rien à voir avec leur nationalité, hein, mais sur le chantier, ils faisaient pipi dans des bouteilles de plastique. Et les bouteilles de plastique, et, et les bouteilles de plastique, plutôt que de les jeter, ils allaient les cacher derrière le placo. Ah Donc ouais. voilà. Donc autant te dire que quand j'ai découvert ça quasiment à la fin du chantier, mais Hmm, voilà, hmm, hmm. ça c'est pas le pire, c'est que en fait cette entreprise, pourquoi je vous disais qu'elle est roumaine, parce qu'en Roumanie ils ont des systèmes pour faire venir des Roumains qui vivent en Roumanie en France pour les faire travailler. Exact. Avec des personnes qui sont déjà installées en France. Et il y en a certains qui sont peu scrupuleux et qui profitent un peu de ces gens. Et cette personne, ce qu'il faisait, en fait, il faisait venir des Roumains en France. Il leur donnait un petit billet, par exemple 1000 ou 2000 euros à leur arrivée pour qu'ils puissent juste se loger et manger. Et en gros, ce Hmm. qu'il leur disait, c'était qu'ils seraient payés à la fin du chantier. Et en fait, cette personne, ce qu'elle faisait, elle encaissait l'argent, et à la fin du chantier, elle payait pas les gars. Et ben, elle leur disait, vous vous débrouillez. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que il Ils y se a eu sont plusieurs retournés contre déblocages vous.
Voilà, il y a eu plusieurs déblocages de fonds et une fois, je suis allé à Marseille pour un contrôle de chantier et je me suis retrouvé face à 4 ou 5 personnes tout seul, en plus des personnes assez costauds, qui me demandaient de l'argent, d'être payé. Et le patron était là en me disant, voilà, comprenez, si je ne peux pas vous payer, c'est à cause de lui, en disant que c'était de ma faute. Et Non. voilà. Donc, j'ai été confronté à ça. Après, c'est monté crescendo parce qu'il y a eu des insultes par téléphone, machin et tout, parce que, en fait, il n'était pas content, parce que en fait, j'acceptais pas vous savez, cette technique de faire un devis et Hmm. de faire des travaux et de te dire après, ah bah finalement, en fait, c'est plus ce prix-là, c'est tel prix, donc il faut payer la rallonge, quoi. Hmm, 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 hmm. Donc voilà, ça, c'est des problèmes dans les travaux auxquels on peut être confronté. Je vous avouerai qu'à l'époque, j'ai pas vraiment été à l'aise. Surtout qu'en plus, il y avait les contrefaçons, donc moi, j'étais d'autant moins chaud pour payer cette différence. Donc Hmm. j'ai préféré mettre un terme au contrat avec, comme je viens de te dire, ce qui s'est passé, les insultes, les ceci, cela. Ouais. Et là où ça a été compliqué pour moi, c'est qu'en fait, il y a eu deux problèmes. C'est que j'avais un devis de 35 000 euros de travaux. Donc forcément, pour se protéger, jamais verser la totalité à l'artisan, le faire en plusieurs déblocages, ce que j'avais fait. Exact. Moi, j'ai fait un déblocage, le premier 10 000 euros, le deuxième 10 000 euros, troisième 10 000 euros et le dernier 5 000 euros. Ce qui s'est passé, c'est que le premier déblocage, ça s'est bien passé. Deuxième déblocage, quand j'ai envoyé le mail à la banque, la Hmm. personne normalement qui gérait mon compte et le déblocage des fonds était en vacances. Ce qui fait que vous savez, enfin, tu sais certainement quand tu envoies un mail aux banques et qu'elles sont en vacances, tu reçois un mail automatique te disant si c'est urgent, veuillez adresser votre mail à l'autre Contacter cette personne. personne. Hmm, Voilà. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je transfère le mail à la seconde personne. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que le mail que ma conseillère n'avait pas reçu a été transféré à une autre personne. Et les deux conseillers, ce qu'ils ont fait, en fait, ils ont tous les deux débloqué 10 000 euros. Ils ont tous les deux envoyé l'argent ils ont tous les deux envoyé l'argent à l'artisan. Et il y a des banques, et en fait, je m'en suis pas aperçu parce qu'il y a des banques, ce qu'elles font quand elles débloquent les fonds, elles font pas forcément passer par ton compte. Elles les envoient directement à l'entrepreneur. Et ce qui Exact. fait que, voilà. Et moi, ce qui fait que sur le coup, je m'en suis pas rendu compte et je m'en suis rendu compte peut-être 2 mois après, justement au moment où j'ai eu ce fameux problème avec tous les mecs qui sont arrivés. Et en fait, c'est arrivé un petit peu de manière soudaine et j'ai pas compris. Et c'est après, par la suite, que j'ai compris que enfin, que tout ça était arrivé et ça me mettait en difficulté. Parce que du coup, je perdais 10 000 euros qui ont été versés en trop. J'ai mis Hmm. un terme à un chantier qui était mal fait avec des malfaçons. Donc avec de l'argent à remettre. Parce que ce qui s'est passé en fait dans ces solutions, en fait, on a toujours de se dire est-ce que je trouve une solution à régler tout de suite ou est-ce que je entre guillemets je laisse tomber et je Hmm. continue mon projet en réinjectant de l'argent. Exact. Souvent on dit que ce genre de situation, alors tu me confirmes, enfin t'as peut-être pas l'info exacte, mais souvent on dit que ce genre de confrontation, ça peut durer 1 an, 2 ans, voire plus. Donc ça peut être très très lourd pour un projet parce qu'il faut avoir les reins solides de manière financière pour pouvoir le supporter. Ou alors c'était de me dire ben, je lâche l'affaire et je réinjecte de l'argent pour reprendre mon projet. Donc Hmm. finalement, mon projet que j'avais prévu de faire à peu près à 350 000 euros, alors je mettais quand même 20 000 euros d'apport sur le projet, donc c'est 350 financés plus 20 000 euros d'apport. Ok. Finalement, j'ai dû réinjecter presque 25 000 euros de ma poche pour pouvoir reprendre toutes les malfaçons avec une autre entreprise, avec les retards de chantier que ça entraîne, avec Hmm. le différé. J'avais un différé de 6 mois, les travaux ont duré quasiment 1 an. Donc avec 6 mois d'amortissement de crédit que j'ai dû payer de ma poche aussi. Donc souvent, tu vois, c'est pour ça que je voulais prendre cet exemple parce que cette situation, si ça m'était arrivé sur mon tout premier bien, Ouais, mon tout ça t'aurait premier, découragé totalement. ouais, puis même, je pense que financièrement, je n'aurais pas pu m'en sortir. Alors que le fait que ce soit arrivé un petit peu plus tard, j'ai pu l'absorber en fait avec mes premiers biens. Et aujourd'hui, Hmm. je suis content d'être allé au bout parce que aujourd'hui, cet immeuble, j'aime bien l'appeler un petit peu ma poule aux œufs d'or parce que c'est un immeuble qui m'a coûté 400 000 euros, qui me fait à peu près 120 000 euros de chiffre d'affaires par an et qui me fait un bénéfice. Là, je viens de clôturer
mon bilan qui est entre 55 000 et 60 000 euros de bénéfices Ah sur oui, quand l'année. même. Et Voilà. il est tout en LCD. Voilà, il est tout en LCD. L'avantage de faire de la LCD dans un immeuble entier, c'est que bah, en fait, on peut le concevoir vraiment comme on le veut. Pour ceux qui nous écoutent, si vous ne le savez pas, je suis spécialisé en location courte durée et en automatisation. Et le fait d'avoir un immeuble entier, en fait, on peut vraiment concevoir tout un écosystème autour. C'est-à-dire que, par exemple, si on a un local perdu dans les parties communes, on peut peut-être, alors, hors local technique, hein, bien évidemment, hein, Oui, on oui, va pas les mettre une machine à laver avec le compteur électrique de l'immeuble, hein. Mais si vous avez j'avoue. un espace, ouais. Mais si vous avez un espace perdu, vous pouvez le recycler pour faire une mini laverie, pour faire du stock. Vous pouvez installer sans rendre de compte. S'il faut quand même prévenir les voyageurs, mais si vous voulez installer par exemple des caméras dans les parties communes pour contrôler un petit peu qui va et vient dans votre immeuble, si vous voulez mettre des poignées connectées, si vous voulez faire des réparations, je trouve que l'immeuble de rapport finalement, pour toutes ces raisons-là, enfin, c'est beaucoup plus facilité. Et en termes de coût aussi, moi j'ai des appartements aussi que je possède sur Marseille. Mon Hmm, immeuble de 4 appartements en termes de charges, donc quand je dis charge, c'est taxes foncières, eau, électricité, toutes ces choses-là, me coûtent le prix d'un seul appartement en copropriété. Donc en fait, des hmm, fois, l'enveloppe globale est un peu plus chère pour un immeuble, mais on s'y retrouve quand même dans l'exploitation. Les seules choses à faire vraiment attention, et souvent c'est ce qui fait peur des fois quand on est quand on débute dans l'immobilier, c'est que quand tu achètes un immeuble de rapport, si tu as des grosses réparations, par exemple la toiture, la charpente, ben, en copropriété, tu es plusieurs à payer les réparations. Là, sur ouais, l'immeuble, tu seras je suis tout tout seul. seul. Donc d'où l'intérêt de faire une visite vraiment plus approfondie que quand on achète un simple appartement. Et des fois, on va juste s'arrêter à l'appartement lui-même et on va pas aller vérifier les équipements autour qui peut y avoir dans la copropriété. Donc ça, voilà, c'est le gros souci que j'ai rencontré sur cet immeuble. Après, dans l'exploitation, en location courte durée, mais même en location à l'année, il y en a aussi. Hmm, J'en ai eu plusieurs, hein. J'ai eu, notamment pendant la période du Covid, j'ai eu un squat. En fait, c'est une personne qui m'a loué un appartement pendant le premier confinement, qui a ok. pas, qui a arrêté de payer à un moment. Et quand j'ai récupéré mon appartement, alors il est quand même parti, hein, j'ai pas dû le forcer à partir. Il m'a rendu C'est la chance, ça, l'appartement. hein. Ouais, C'est la chance de pas chercher à le faire partir parce que du coup, t'as pas eu de conflit à gérer. non, voilà, j'ai pas eu de conflit à gérer, mais il m'a rendu l'appartement, par exemple, avec un trou dans un mur d'un mètre par un mètre. Je Mhm, sais pas ce qu'il a fait, je sais pas s'il était battu avec quelqu'un parce qu'il y avait du sang sur les murs et des choses comme ça. Et bah voilà, c'est les petites choses qui sont à gérer dans l'immobilier de manière générale. J'aime bien dire aussi, tu vois, que dans l'immobilier, on peut faire de très belles choses, mais on n'a mhm, rien sans rien, quoi. Faut pas croire que l'immobilier, ça se gère tout seul, qu'une fois que c'est acheté, ça y est, c'est fini, ça tourne tout seul, il y a plus rien à faire. Ça demande un minimum d'investissement, même si c'est en gestion, même si voilà, on peut mettre tout ce qu'on veut en mhm, place, ça mhm. demande un minimum de travail. Est-ce que Donc tu confirmes que maintenant, bah, selon toi, moi j'ai l'habitude de dire un investisseur en immobilier, c'est comme un entrepreneur, c'est aussi un entrepreneur en fait. À peu de choses près, avec moins, peut-être un peu moins, avec différentes, on va dire, façons de gérer, différentes natures de problèmes, mais c'est un entrepreneur de base en fait. Parce qu'il doit bah, complètement. s'adapter à l'économie du marché dans lequel il investit, il doit aller à la recherche de personnes à qui il doit pouvoir fournir la location, il doit faire des travaux, gérer les entrées-sorties, même s'il le délègue, mais c'est un entrepreneur aussi. Bien sûr. Non, mais tout à fait, là, je te rejoins tout à fait là-dessus. Surtout que moi, ce que j'aime, tu vois, dans l'immobilier, c'est à la fois, il y en a, ils peuvent se dire, ouais, mais c'est tout le temps la même chose. Tu vas visiter, t'achètes, tu fais des travaux. Mais je trouve que, en fait, comme de base, tous les biens sont différents, il y a plein de stratégies différentes dans l'immobilier. Donc, même Hmm, quelqu'un qui veut faire, comme moi aujourd'hui, une stratégie full immobilier, tu peux te diversifier. Moi, tu vois, au début, je faisais de la location à l'année, de la location courte durée. Aujourd'hui, je fais du marchand.
Après, quand tu as un écosystème autour de la location courte durée, tu peux te dire, bah tiens, peut-être qu'il y a un intérêt à ce que je monte une conciergerie, que je monte une Hmm. blanchisserie tu vois, pour vraiment pour créer une boîte de ménage, pour créer tout un écosystème autour de ça. Aujourd'hui, je suis en train d'ouvrir une agence immobilière avec des associés également sur Marseille. Donc, je trouve que c'est vraiment riche et en fait, tu t'ennuies vraiment pas dans ce type d'activité, quoi. Très, 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 très bien. En tout cas, je suis plutôt content du choix que tu as fait, en tout cas par rapport au premier. Alors, on n'est pas sur le premier, mais on est sur le premier galère. Mais alors, question de la part de la part de Alix qui te pose la question suivante, c'est qu'est-ce que tu entends par automatisation dans le cadre de la LCD que tu fais? Alors, dans le cadre de l'automatisation, en fait, il y a, moi, j'aime pas dire 100%. Il y en a qui disent qu'on peut automatiser 100%. Pour moi, ça n'existe pas parce que tu as affaire à de l'humain et tu as affaire à des cas qui sont pas justement automatisables. Donc moi, je préfère dire grâce à l'automatisation, on peut automatiser 95% des tâches en Mm, location courte durée. Donc qu'est-ce que mm, j'entends là-dedans? Ça va être, par exemple, les entrées-sorties avec des poignées connectées, des digicodes connectés. Ça va être automatiser tous les échanges clients ou la quasi-totalité, parce que en fait, c'est surtout sur cette partie-là qui est pas tout automatisable. Et ça va être en fait de concevoir une séquence de mails ou une séquence de messages qui permet d'anticiper en fait toutes les demandes de tes voyageurs. mm, Avec l'expérience, avec l'expérience, souvent on se rend compte, pour donner juste un exemple hein, sur qu'est-ce que j'entends par anticiper, on se rend compte qu'un voyageur, de manière générale, 24 heures avant son arrivée, commence à s'inquiéter de comment est-ce qu'il va accéder au logement, est-ce qu'il y a des choses à savoir, où est-ce que le logement se situe. Donc il est bon en général 24 heures avant d'envoyer un message au voyageur, avant qu'il pose la question, de lui dire voilà, pour votre voyage, donc je vous rappelle l'adresse, il y a une poignée connectée, il y a un digicode, je vous donne les codes, ou alors si vous les envoyez pas 24 heures avant, vous leur dites les codes vous seront envoyés demain matin à 9 heures et vous prévoyez un autre message le lendemain à 9 heures où il recevra effectivement les codes. Donc c'est voilà, c'est vraiment réfléchir, anticiper toute cette partie-là. Ensuite, mm, il y a énormément d'autres choses qu'on peut automatiser. Là, c'est plus au niveau, on va dire, technique, mais souvent, quand on va mettre des biens en location courte durée, on va les mettre sur une ou plusieurs plateformes. ouais. Pour éviter ce qu'on appelle les surbookings, on peut utiliser un channel manager. Un channel manager, en fait, c'est un peu la pierre angulaire dans l'hôtellerie, la location courte durée. C'est ce qui va interconnecter un peu toutes les plateformes. Et ça va pas uniquement servir à synchroniser des calendriers et à éviter les surbookings. Ça va permettre Mm, de mettre en place ce que j'ai dit tout à l'heure, la séquence de messages. Ça va permettre de faire duel management. Ça va permettre de récupérer les mails de vos clients si après vous voulez faire des offres promotionnelles. Ça va permettre de gérer la facturation, ça va permettre d'envoyer des dossiers, des fichiers comptables pour alléger votre comptabilité personnelle. Voilà, c'est vraiment, il y a vraiment énormément de choses qui peuvent être faites autour de l'automatisation. Et souvent aussi, ce que j'aime dire sur l'automatisation, c'est que euh, il y a également des équipes derrière, parce que le ménage et la maintenance des appartements se fait pas tout seul. exact. Et c'est une partie très importante de l'automatisation. Une automatisation qui gère tout, mais avec des équipes, on va dire, pourries, Mm, avec des personnes qui font pas bien le ménage ou qui savent pas, tout bêtement changer une ampoule, bah, ça vaut zéro quoi. mm, Ça fait vraiment en fait, il faut vraiment se créer une équipe. L'automatisation fait partie de cette équipe, mais il y a également les équipes de ménage, il y a également, la personne de maintenance qui va venir réparer. Parce que souvent, la différence entre la location courte durée et par exemple de la location à l'année, c'est que quand il y a un problème de maintenance, il faut que ce soit réparé dans l'heure ou dans les 2 heures. On n'a pas le temps d'attendre 24 heures, de faire deux, trois devis. Il faut que ce soit vraiment réparé tout de suite. Ou alors, bah, il faut reloger la personne. Et c'est des situations qui sont toujours très, très compliquées à gérer. Et en termes mm, d'expérience client, bah, l'expérience client est catastrophique. mm, mm, Et mm, juste mm. pour terminer là-dessus, sur les 5% qui sont pas automatisables, pour vous donner un exemple concret, moi, il y a quelques semaines, j'ai eu des travaux publics dans la rue de l'un de mes immeubles à Marseille. Pendant les travaux publics, la pelleteuse a arraché la rive d'eau de mon immeuble. Et voilà, ça, c'est le genre d'exemple qui crée un souci. On n'est pas responsable, c'est pas les clients qui sont responsables, mais on est obligé de le gérer personnellement. Alors, soit on met un gestionnaire, pas de conciergerie. Pourquoi pas de conciergerie? Parce qu'une conciergerie,
alors ça reste mon avis bien évidemment, mais en prenant 20% du chiffre d'affaires ou plus, en fait, Ils va vont pas vraiment t'aimer. venir voilà, ouais, ils vont pas m'aimer, mais voilà, c'est ma façon de concevoir les choses. Ils vont venir en fait vampiriser une grosse partie du cash flow. Après, ça dépend de la stratégie de chaque personne parce qu'il y en a qui vont absolument pas vouloir mettre les mains dedans. Hmm. Moi, j'avais une autre stratégie, mais qui est celle que j'ai mise en place il y a plusieurs années et que j'utilise toujours. Mais voilà, moi, c'est le constat que j'ai, c'est qu'une conciergerie a ses propres process qui ne correspondent pas toujours à nos process d'investisseurs Hmm. et qui fait que le bien, finalement, il n'est pas si intéressant que ça en location courte durée. Ou Parce que tu as alors, 20% de ta marge qui est partie juste pour le côté automatisation que tu aurais pu faire, quoi. il y a Pour les une partie du 20%, côté. ouais, il y a les 20% et il y a une façon de gérer les biens, je trouve, qui est pas, enfin, je sais pas comment le dire, mais qui cherche pas forcément à optimiser le chiffre d'affaires et la marge, en tout cas pas toujours à Hmm. optimiser le chiffre d'affaires et la marge de l'investisseur. Parce que eux, en fait, ce qu'ils te vendent sur le papier, c'est de te dire on prend 20%, mais comme on est rémunéré au pourcentage, on a Hmm. tout intérêt à maximiser votre chiffre d'affaires. Mais dans les faits, ça ne se passe pas tout à fait comme ça parce que une conciergerie, euh, par exemple, un séjour de 4 nuits, elle prend 20% et 4 séjours d'une nuit, elle prend 20%. Le travail pour elle n'est pas la même. Donc souvent, elle va favoriser les séjours plus longs. Les séjours plus longs sont de manière générale à la nuit moins chers que les très courts séjours. Hmm. Donc ça ne va pas dans le sens de l'optimisation toujours du chiffre d'affaires. Et des fois, elles ont des contraintes de fonctionnement que j'ai déjà vues chez certaines conciergeries. Par exemple, après chaque séjour, elles vont bloquer l'appartement 24 heures Hmm. parce que c'est le temps qu'il leur faut pour envoyer des équipes de ménage, pour entretenir le bien. Alors que moi, tu vois, par exemple, j'ai un autre système de fonctionnement, c'est que mes femmes de ménage, tous les soirs, elles reçoivent un mail automatique avec l'ensemble des ménages à faire pour le lendemain. Elles font toujours les ménages après la sortie des voyageurs pour que l'appartement soit toujours prêt, même en last minute. C'est-à-dire que, admettons, demain, j'ai un appartement qui n'est pas loué pour demain soir. La femme de ménage va aller faire le ménage entre 11 heures et 15 heures demain. Hmm. Si j'ai une réservation à 18 heures ou à 19 heures, c'est pas un problème parce que l'appartement est déjà prêt. Donc voilà, Super. ça fait partie de l'automatisation, ça fait partie des process. On pourrait en parler des Ouais. heures et des heures, hein, On, mais, on- on euh, fera mais un voilà, live, on fera un live dessus, il n'y a aucun souci. En tout cas, c'est quand même intéressant de l'aborder maintenant parce que ça permet de montrer un tout petit peu l'ampleur de ce qu'on est capable de réaliser quand on veut automatiser les choses. Euh, c'est ça. euh, Alix Surtout qui que je suis à demande distance. exactement, parce que ouais, tu pars de Bordeaux pour Marseille et carrément, ouais, parce que ça fait quoi? Ça fait 1 heure, non? 2 heures? 2 heures de route en Bordeaux, voiture? Bordeaux-Marseille, Bordeaux-Marseille. 6 heures. Ah, on est carrément 6 heures de route en voiture. C'est énorme, c'est énorme, c'est C'est énorme. ça. Mais c'est pour ça, en fait, ça a été souvent, des fois, quand je raconte un petit peu comment j'ai fait, l'automatisation, en fait, elle est née un petit peu de tout ça. C'est que à l'époque, quand j'ai commencé, j'étais à Paris. Ouais. J'investissais à Marseille. Je commençais déjà à investir à Marseille. Et dès le début, je me suis dit, en fait, j'ai pas le choix. Il faut que j'arrive à mettre des process, quelque chose en place, parce Hmm. que je peux pas être sur place personnellement tout le temps, quoi. En gros, moi aujourd'hui, je pilote. Mais j'ai des process et l'automatisation et des équipes de confiance sur place qui me Ouais. permettent de gérer tout ça. Excellent. Alors, du coup, quelque chose qui, à l'époque, t'avait coûté 450, puisque du coup, avec les galères que tu as eues, tu te retrouves en changement d'exploitation. Parce qu'à la base, est-ce qu'elle était destinée à la base en courte durée, ce bien-là? Oui, ouais, ouais. Tu voulais absolument la destiner en courte durée à l'époque. Ok. Mm. Donc là, aujourd'hui, elle génère quasiment du 150 K en loyer et Ouais, un petit peu moins, mais ouais, était à peu près à une marge de 50%. c'est ça. Excellent. Bah, du coup, C'est ouais, ça. En gros, alors ça dépend des biens parce que celui-là, il est quand même assez optimisé sur les coûts que j'ai. Mais sur d'autres biens, on va dire par exemple sur un bien en copropriété, hmm, pour que les gens se rendent compte. Alors sur Marseille, attention, hein, parce que
pour ceux qui connaissent pas Marseille, il faut savoir que c'est pas du tout le même marché que Bordeaux, que Paris en termes de coût d'acquisition. Carrément. Je suis à peu près à 20-25% de crédit et pareil, entre 20 et 30% de charges. Alors, quand je dis charges, c'est toutes les charges inhérentes au bien en lui-même et, Nettoyage. et à la location courte durée. Ok. Faut savoir que le plus gros poste en location courte durée, c'est le ménage, hein. Clairement, de loin, c'est le plus gros. Mais on arrive, voilà. Aujourd'hui, si je voulais, parce que cet investissement, je l'ai fait en 2018. Aujourd'hui, je voudrais refaire le même en 2022 avec les mêmes marges. Je suis pas certain que j'arriverai à le refaire, surtout là où il est placé l'immeuble, parce qu'il est, pour ceux qui connaissent peut-être le Marseille, il est dans le quartier du Panier. C'est un Hmm. secteur qui est assez touristique l'été, qui a pris pas mal de valeur ces dernières années. Donc je suis pas certain que j'arriverai à refaire la même chose, mais en tout cas, c'est ce que j'ai réussi à faire sur celui-là. Mais on peut Et espérer combien de mois? pour vous donner d'ailleurs, parce que comme le sujet c'était de parler aussi des galères, là j'en ai parlé au niveau des travaux, parce que là ça me revient. J'ai eu un très gros problème au début de mon exploitation en location courte durée. J'ai des dealers qui se mettaient au pied de mon immeuble pour dealer. Alors là, tu vois, maintenant, même moi je rigole, mais à l'époque ça me faisait vraiment pas rigoler parce que j'ai eu deux faits déjà avant de le mettre en exploitation. J'avais une personne qui m'attendait une fois devant mon immeuble, qui m'a attendu 20 minutes parce que j'étais pas sur place. Les dealers Hmm. étaient déjà là à l'époque. Euh, et quand je suis arrivé, il me dit purée, j'ai vu un mec, il a un couteau comme ça dans son jogging et Non. tout. Il dit franchement ça. Donc j'ai dit ok. Bon, alors ça c'était quelques semaines avant le lancement en courte durée, donc j'étais déjà dans mes travaux. Et moi, je sais pas, peut-être 2-3 jours avant de passer mon immeuble en location courte durée. Alors à ce moment-là, mon cerveau, il a un peu vrillé, je sais pas, il s'est bloqué et je sais pas ce qui s'est passé. Je sors de mon immeuble et je vois un mec avec un flingue à la main. Et ouais, moi en fait, j'ai avancé vers lui, donc je sais pas, mon cerveau a déconnecté, j'ai continué à avancer, j'ai fait comme si j'avais rien vu. Et c'est quand je suis arrivé à ma voiture 50 mètres plus loin, j'ai dit mais c'est quoi ce délire quoi? J'ai dit c'est quoi ce délire? On est en plein Marseille. Là où est mon immeuble, c'est à 15 mètres d'une rue hyper passante l'été. En gros, tous les Hmm. touristes au Panier, ils passent par cette rue, ça s'appelle la rue du Panier. Mon immeuble, il est une rue derrière la rue du Panier. J'ai dit, c'est un Hmm. truc de ouf. Il y a des mecs qui sont armés, qui sont capables de te mettre une balle pour une connerie, hein. Enfin, c'est vraiment le profil des gens, tu les regardes de travers, ils sont capables de te mettre un coup de couteau, de te tirer une balle, quoi. Hmm. Et Hmm. ça a été Hmm. très compliqué. Et sur le début de l'exploitation, c'est quelque chose qui a failli me faire arrêter la location courte durée sur cet immeuble parce que au bout d'un moment, en fait, donc j'avais un digicode. Ils ont récupéré le code du digicode parce qu'à l'époque, j'avais un digicode classique. Maintenant, j'ai un digicode en fait où le code change en permanence. Ça Ok. fait partie de l'automatisation d'ailleurs. Ils avaient récupéré le code du digicode et l'hiver, bah, ils squattaient mes parties communes au rez-de-chaussée. Et des fois, j'avais des commentaires. Alors, je pense que je pourrais les retrouver sur Airbnb ou c'était en message privé. Ils sont peut-être pas en public. Mais une fois, j'ai un client qui m'a dit ouais, j'ai vu quelqu'un se faire couper l'oreille dans la rue, juste devant l'immeuble. Oula. Donc, tu vois, c'était un peu chaud. Et une fois, en fait, on leur a demandé de. En fait, on est allé les voir et on leur a dit écoutez, nous, on veut pas de problème. Moi, je veux juste faire mon activité tranquillement. Hmm. Toi, même si tu fais ton activité illégale, je m'en fous, reste là, on viendra pas t'embêter. Et en fait, ils l'ont très mal pris et le soir même, ils sont rentrés dans mes communs et toutes mes caméras, en fait, ils les ont arrachées. Enfin, ils étaient en train de tout donner dans l'immeuble. Ah ouais. L'espérance client, là, c'était pas au top du tout. Ben non, 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 non. Et heureusement, alors ça a quand même duré, je veux pas te dire de bêtises, mais je crois que ça a duré 3-4 mois quand même, cette histoire. Ok. Et juste avant l'été, il y a eu une descente de flics et ils ont réussi à tous les faire dégager. Et depuis, je suis Hmm. tranquille. Voilà. Et Bon. comme on dit, je touche du bois. Ouais, carrément, ce que j'allais dire. On touche du bois, ça n'arrive plus, mais en l'occurrence, ça t'a pas empêché non plus de voir un peu plus loin que, malgré les déboires, en tout cas, ça t'a pas empêché d'aller plus loin dans tes acquisitions. Non, 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 pas du tout. Après, c'est une étape. Moi, il m'est arrivé plein d'autres galères, hein, que ce soit avec la location courte durée ou l'immobilier de manière générale, mais j'essaie Hmm. toujours d'en tirer une expérience ou quelque chose de positif.
Ouais. C'est jamais des moments faciles à passer. Mais voilà, encore une fois, comme je t'ai dit au début, pour moi, il faut passer par là pour réussir à se construire quelque chose, quoi. Hum, Et, hum, hum, finalement, c'en est presque meilleur après, quoi. Parce que si c'est trop facile, Ouais. On n'a jamais rien sans rien dans tous les cas. voilà. Bah, là, c'est une bonne question qu'Alix a posée qui va dans la continuité de l'automatisation dont tu parles en SCD. C'est vrai qu'on est en train de dévier un tout petit peu du sujet, mais ça, comme ça touche ton immeuble en question que tu nous présentes, il demande si tu t'appuies sur des outils de marché ou que tu as développé toi-même. Euh, il parle essentiellement des outils que tu utilises pour automatiser justement la gestion de la location courte durée. Ouais, alors j'utilise plusieurs logiciels qui sont sur le marché. D'ailleurs, il y a un truc sur l'automatisation que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que l'automatisation permet aussi d'automatiser la tarification des nuits et de Mhm. pas aller changer soi-même les prix tous les jours. Ah tiens, par exemple, il y a un événement, il y a ceci, je vais augmenter les prix, ou là c'est pas loué, je vais baisser les prix, ou quoi que ce soit. Carrément. Moi, sans faire de publicité, juste les logiciels que j'utilise, le premier, le Channel Manager, c'est Bets24. Pourquoi celui-là? Parce que c'est l'un, en termes de fonctionnalité et en termes de coût, qui est imbattable sur le marché aujourd'hui. C'est Mhm. quelque chose qui est hyper robuste. J'ai dû avoir 2 soucis avec. À chaque fois que j'ai eu des problèmes, c'est parce que c'est moi qui ai fait, enfin qui était à l'origine de la bêtise, c'était pas le logiciel. Mhm. Et en fait, comme je disais tout à l'heure, ce channel manager Bets24, c'est vraiment la pierre angulaire où tout va venir s'interconnecter. Et ils ont des partenariats avec certaines sociétés. Par exemple, si je me trompe pas, il y en a un qui est spécialisé dans les poignées connectées en France. Je crois que c'est Nuki, qui est partenaire avec Bets24. Donc, ça permet de Mhm. simplifier la connexion entre Nuki et Bets24. Après, Mhm. de par ma formation d'ingénieur informatique, il y a des petits logiciels que, d'ailleurs, on en avait déjà discuté en privé tous les deux, que j'ai Exact. développé pour moi. Alors après, tout ce que j'ai développé pour moi, c'est des choses qui existent sur le marché. Mais si j'ai développé pour moi, c'est soit parce que ça correspondait pas à 100% de mon cahier des charges, ou alors c'était pour optimiser des coûts. Par exemple, la Mhm. poignée connectée, aujourd'hui, le poignet connecté sur le marché, ça vaut entre 200 et 300 euros la poignée connectée. Moi, celle que j'achète 75 euros en Chine. Et je suis venu d'ailleurs, derrière, je suis venu développer un petit logiciel qui permet de générer les codes automatiquement, qui permet de les envoyer automatiquement aux voyageurs et ainsi de suite. Mhm. Donc voilà, il y a vraiment plein de possibilités. Donc je disais, Bet24, j'utilise. J'utilise pour gérer tout ce qui est tarification, ça s'appelle PriceLab. La grosse force de PriceLab, c'est qu'en fait, il va analyser l'offre et la demande dans ta ville. Donc Mhm. il va gérer automatiquement les montées et les baisses de prix. Et tu peux quand même, si tu veux, mettre ce que j'appelle des garde-fous, c'est-à-dire quand il n'y a vraiment pas de demande, aller louer une nuit à 7 euros la nuit, tu risques de perdre de l'argent. Donc tu peux lui dire, par exemple, je veux pas que tu descendes en dessous de certains prix, Mhm. mais quand il y a ça comme condition, tu réagis comme ça. Donc je trouve qu'en termes de paramétrage, il est assez complet. J'utilise aussi un logiciel qui s'appelle Hospitable. Hospitable, alors, faut savoir, en fait, tout ce que je dis là, c'est des fonctionnalités que tu peux faire déjà de base dans le Channel Manager, Ouais. mais j'utilise des applications externes parce soit elles ont un plus, soit elles ont une ergonomie qui est plus poussée que le Channel Manager en lui-même. Et c'est le cas Mhm. d'Hospitable, c'est parce que toute ta séquence de mails, tu peux le faire sur le Channel Manager, mais Hospitable, tu as, une expérience utilisateur, une ergonomie qui est 100 fois meilleure que celle de Bet24 et qui permet de faire vraiment par exemple, de faire un squelette de message et Ouais. que ce squelette de message s'adapte à tous tes appartements et à tous tes voyageurs. Que tu sois pas obligé de te faire une séquence de messages pour tel appartement, une séquence de messages, et ainsi de suite. Ok. Donc, j'y a Donc, tu ça utilises et c'est déjà pas des mal. champs en fonction de. En fait, tu utilises les champs variables en fonction d'eux et après, ça modifie les noms tout seul, quoi. Les noms, les Voilà, rues et tout ce que tu veux avec les noms. Ok. c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et voilà, il y a tout un nombre, après une quantité de solutions qui te permettent au quotidien de te soulager sur tous les aspects que tu veux. Même moi, encore aujourd'hui, je suis sûr que ce que j'automatise, il y a des choses que je pourrais encore automatiser. Après, des fois,
L'automatisation, il ne faut pas toujours le voir dans sa tête comme quelque chose qu'on va développer, quelque chose de lourd à mettre en place. C'est moi souvent pour la location courte durée, je me dis en fait, il faut réussir à définir ton avatar et à penser à la place de ton avatar. Et moi Hmm. souvent, pour moi, un client qui vient en location courte durée, ça pour moi c'est vrai de partout, hein. Je me dis en fait, c'est une personne qui a 8 ans. Et il faut que cette personne de 8 ans puisse accéder à mon logement. Pourquoi je dis une personne de 8 ans? En gros, c'est pour se mettre à sa place et lui dire: «Faut que ce soit ultra simple, à comprendre et à appliquer». Je donne un exemple, mes tout premiers appartements que j'ai automatisés, souvent on va un peu dans l'excès d'information parce qu'on veut être sûr que le La client ait personne a toutes ces toutes les informations. infos. Voilà, Yes. donc je lui disais pour donner un exemple, concret, je lui disais: «Alors, vous allez à telle adresse, il y a un digicode, sur le digicode, il faut taper tel code, vous rentrez dans les parties communes. Faites attention, il y a 3 marches, vous montez les 3 marches. Si vous voulez, vous pouvez monter au troisième étage par l'escalier, mais il y a un ascenseur, vous pouvez prendre l'ascenseur, monter au troisième étage. Là, vous allez Hmm. arriver, il y a 2 portes bleues, c'est la porte de droite. Il y a un nouveau code à saisir», donc je lui donne un nouveau code. «Ouvrez la porte, vous allez au fond du sas, il y a encore 2 portes, il y a 2 boîtes à clés. Attention, votre boîte à clés, c'est la boîte à clés de droite. Saisissez le code sur la boîte à clés, récupérez les clés, machin». Et quand tu envoies ça, ça fait un pavé de texte comme ça. Tu envoies ça à ton client te dit: «Oh là là, mais c'est hyper compliqué, je comprends pas comment pour rentrer, j'espère que vous allez être joignable parce que je vais pas y arriver». Et c'est ce qui arrivait de temps en temps. Les gens m'appelaient parce qu'ils loupaient une étape ou quelque chose et finalement ils n'arrivaient pas à aller au logement. Hmm. Et après, j'ai essayé de repenser le truc. Je me suis dit: «Comment est-ce que ça peut être plus simple?» Et faut souvent penser à la photo et à l'image, parce que souvent une photo et une image peuvent dire beaucoup de choses. Et j'ai fait en fait, une page PDF avec 3 images et les 3 images voulaient dire exactement, tout, ce que je viens de dire. En gros, je donnais Hmm. le code, je donnais l'adresse, l'étage, je donnais le code je remettais une photo juste avec le code à côté et en gros, les gens comprenaient tout de suite et ils arrivaient à accéder au logement. Donc Ok, voilà ok. ce que je Donc, pouvais tu as dire là-dessus. ton petit guideline que tu envoies tranquillement, que tu as simplifié pour l'immeuble en question. Voilà, c'est simplifier ça et c'est un autre petit exemple, très court, ça peut être par exemple, la mise en place d'un QR code dans l'appartement pour se connecter au Wi-Fi. Ouais. Parce que ça fait partie des choses quand un client arrive. Alors il y a, moi des fois je trouve ça un peu fou parce que je suis pas comme ça quand je suis un client, mais, heu, la première chose c'est, en gros internet et la télévision. Oui. Donc il faut qu'il sache, tout de suite. Comment Donc, par l'utiliser? exemple, voilà, donc à côté de la télé, un petit cadre QR code avec écrit en dessous Wi-Fi. Tu remets en écrivant le code Wi-Fi et le mot de passe. Si tu veux, tu peux le simplifier. Moi, souvent à Marseille, par exemple, je mets, panier, code welcome 13, tu vois? Quelque chose de très, Hmm. très simple à mettre, et au-dessus, bah, pour ceux qui sont entre guillemets «un petit peu plus geeks», je mets un QR code, ils flashent le QR code, ils sont connectés, c'est fini, quoi. Excellent, excellent. Écoute, moi j'aime bien cet immeuble parce que malgré les galères, c'est quand même l'une de tes plus belles réalisations, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire encore une fois sur ce bien-là, à part le système de la location courte durée que tu avais choisi dès le départ, qui était, enfin, le choix, il était prêt dès le départ. Euh, Mis à part tout ce qui va toucher aux autres charges, t'as pas d'autres charges que tu gères à part, parce que du coup là, tu as pensé vraiment l'immeuble comme si c'était, on va dire, un outil autonome et qui pourrait lui-même se gérer, puisque derrière, tu me parles d'espaces communs que tu as pu automatiser en mettant une petite laverie. Ça, c'est pour gérer tout ce qui va être lavage des draps et tout ce qu'il y a autour. Euh, Ouais. que conseillerais-tu à quelqu'un, par exemple, lorsque cette personne achèterait son premier immeuble, d'autant plus qu'on parle d'immeuble, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un sur l'ensemble de ton parcours aujourd'hui, que ce soit galère ou pas galère, lors d'un achat d'un immeuble, que conseillerais-tu là en l'occurrence? La première pensée qui te vienne là, tout de suite. Alors, la première chose pour acheter un immeuble, c'est ce que j'ai dit déjà tout à l'heure, c'est de faire vraiment une visite poussée et de pas la faire par-dessus l'épaule. Exact. Des fois, c'est compliqué, mais il faut essayer d'aller voir la charpente, il faut essayer d'aller voir la toiture. Mmh. S'il y a des fissures en façade, des choses comme ça, faut pas hésiter à poser des questions. S'il y a besoin de revenir avec un professionnel, revenir avec un professionnel.
parce que c'est des Mhm. choses qui peuvent coûter extrêmement cher. Euh, Ensuite, s'il y en a qui veulent faire comme moi j'ai fait, parce que c'est pareil, il y a une chose dont on n'a pas parlé au niveau de la location courte durée, c'est que la réglementation évolue sur des locaux d'habitation. Pour faire de la location courte durée, ça évolue énormément. Mhm. Et moi, quand j'ai commencé, c'était pas la même réglementation qu'aujourd'hui. Surtout dans Par les grandes contre, villes, dans les grandes métropoles. voilà, surtout dans les grandes villes, et comme je suis à Marseille, je suis directement concerné. Moi, j'ai la chance, pour une grosse partie de mes biens, de les avoir achetés avant, d'avoir fait les démarches avant et d'avoir des autorisations. Alors, c'est juste un sursis parce que ces autorisations, elles sont limitées dans le temps. Donc, je vais Exact. être confronté aux mêmes problématiques que les nouveaux investisseurs dans quelques années, mais je les aurai. Donc c'est pour ça, c'est pour en venir qu'un autre point essentiel, moi comme je te l'ai dit, ce bien, je l'ai acheté pour faire la location courte durée, mais je l'ai étudié en location à l'année. Ok. Et ça, je dis toujours, pour moi, la location courte durée, ça a toujours été une cerise sur le gâteau, quoi. Alors, une très grosse cerise, mais Mhm. si demain, pour une raison X ou Y, je devais complètement arrêter la location courte durée, ces biens seraient toujours rentables en location à l'année. Et pour moi, c'est quelque chose qui est très, très, très important. En tout cas, dans ma stratégie de base. Après, aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait vraiment lancer un business sur de la location courte durée, un business périn, euh, ben, je lui conseillerais de se tourner vers les locaux commerciaux ou vers des anciens hôtels qui ont une destination ben, commerciale pour Mhm. vraiment créer un produit financier et vraiment pas être embêté par les changements. Parce qu'aujourd'hui, on parle des villes de plus de 200 000 habitants, mais demain, on ne Exact. sait pas. Ça pourrait être. Moi, j'ai entendu parler récemment de la Côte Basque. J'entends parler aussi en ce moment, je crois que c'est en Bretagne ou un truc comme ça, où ils sont en train de faire un petit peu comme dans la Côte Basque, d'interdire toute la LCD. Mhm. Donc, si voilà, il faut faire attention à tous ces aspects. Et non, ouais, sur l'immeuble, une fois que tu as fait tes devoirs d'investisseur, de vraiment contrôler que tout va bien, si tu peux voir un petit peu les planchers aussi. Mhm. Enfin, voilà, je dirais à la limite, les planchers, des fois, c'est presque plus difficile à voir que la charpente, parce que la charpente, des fois, dans les immeubles, on va avoir un truc de désenfumage ou une trappe qui permettent d'accéder à la D'accéder. charpente. Mhm. Les planchers, des fois, tu as un faux plafond, machin et tout. C'est compliqué de dire en visite, je vais faire un trou dans le faux plafond pour voir comment sont les planchers. Mais il faut vraiment essayer de contrôler tout ça pour essayer de limiter les risques en fait au maximum. Et c'est l'aspect que j'aime bien dans l'immobilier, c'est que mine de rien, l'immobilier reste un investissement risqué, mais Mhm. c'est un investissement où tu peux maîtriser pas mal de risques quand même en mettant tous ces petits process en place pour essayer de t'en prémunir en fait. Excellent, excellent, excellent. En tout cas, là, je suis totalement d'accord avec toi sur le principe et les conseils que tu cités. Bah, pour ce premier, on est quasiment à 57 minutes là de discussion. Euh, je pense que tu as parlé de pas mal de choses. S'il n'y a pas de questions les commentaires, on peut se dire à une prochaine fois certainement pour d'autres sujets friands, en tout cas d'autres sujets d'investissement qui sont liés à toi ou à d'autres personnes. Mais pour une première, j'aime bien l'idée de l'immeuble de rapport, en l'occurrence sur lesquels tu as eu quelques galères et qui plus est s'avère être l'une des meilleures opportunités que tu as, en tout cas dans ton patrimoine. Si tu dois Complètement. continuer à investir sur Marseille, Oui. tu dirais oui, non? Ah ben complètement. Je continue. Après, aujourd'hui, j'adapte un peu ma stratégie. Hmm. Je fais du marchand depuis un an. Ok. Euh, je fais alors mes premières opérations. Là, ça a été un immeuble entier en revente à la découpe. J'ai également acheté une maison qui est située derrière un immeuble, en copropriété derrière un immeuble. Ok. Pareil que je revends à la découpe. Là, je suis sur deux immeubles qu'on a parlé au tout début en acquisition. C'est pour faire également du marchand. C'est déjà Après, des partiel. immeubles prédéfinis ou c'est des biens que tu transformes après en immeubles? Alors, il y en a un, c'est un immeuble en copropriété, donc il y a plusieurs copropriétaires où j'achète les lots à tous les copropriétaires parce qu'en fait, c'est un immeuble qui est alors il n'est pas en arrêté de péril, mais il est à deux doigts d'être en arrêté de péril. On parle de entre 300 et 400 000 euros de travaux de gros œuvres.
Ok. Et le deuxième immeuble sur lequel je suis, alors moi, il faut savoir que je conseille pas, enfin surtout au début, hein, je conseille vraiment pas à des gens de se lancer sur des projets comme ça, parce que faut une certaine expertise et il faut quand même faire attention. Là, je parle d'immeubles en péril, j'y vais pas comme ça parce que le prix est bas, hein, parce que des Ouais. fois, il y a des immeubles en péril, enfin, c'est presque pas rattrapable, quoi. Quand tu as un côté des fois de l'immeuble qui est en train de se faire la malle, c'est pas toujours. Mais voilà, enfin, tout ça pour dire que je fais attention, j'y vais pas comme ça, hein. Je prends un bureau d'études, il y a des dossiers complets qui sont faits, il y a des travaux chiffrés, donc en fait, je sais où je vais. Mhm, mhm. Le deuxième immeuble, il est un petit peu dans la même configuration. Il n'est pas en arrêté de péril, mais il y a des travaux de gros œuvres à faire. En fait, il y a une extension de l'immeuble qui a été faite sur une partie, sur la partie droite de cet immeuble. Et en fait, Exact. l'extension a été mal faite et l'extension est en train de se décrocher de l'immeuble. Donc pareil, bureau d'études pour savoir comment reprendre tout ça. Là, on a pour Ingénierie. voilà, à peu près 100 000 euros de travaux pour rattraper ça. Et Mm, voilà. mm, mm. Et sur la partie LCD, du coup, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, j'adapte ma stratégie. Aujourd'hui, je me tourne plutôt vers des surfaces commerciales. Ouais. Des fois, ça peut être des anciens bureaux. Alors, il faut savoir que tous les locaux commerciaux ne sont pas bons pour la location courte durée. Je prends souvent, alors pour parler plus à tout le monde, s'il y en a qui connaissent pas Bordeaux, par exemple, si vous achetez un local commercial sur l'avenue des Champs-Élysées, Ouais. vous pourrez pas faire de la location courte durée, hein. De toute façon, la mairie vous mettra, Un veto. vous dira stop, niet, vous pourrez pas. Ouais. Donc tous les biens ne sont pas bons pour la location courte durée. Notamment, il faut essayer d'éliminer tous ceux qui ont des grandes façades sur rue, parce que c'est compliqué à aménager pour faire de la location courte durée. Mais Mm. il existe des biens, par exemple, je sais qu'à Paris, il y a des immeubles avec ça se fait beaucoup à Paris avec des cours intérieures à l'intérieur des immeubles, où avant Exact. il y avait par exemple, voilà, où il y avait des bureaux, des anciens ateliers qui sont plus forcément utilisés, mais qui ont une destination commerciale, Et où là qu'on peut du coup c'est bien, transformer. voilà, qu'on peut transformer et qui du coup se prêtent beaucoup plus à de la location courte durée. Et c'est Mm, vers ce mm, type de mm, bien que je me tourne, ou alors des bureaux des fois qui ont une destination commerciale également, et où là ça va être des grands plateaux par exemple de 200 mètres carrés, et mm. où on Ouais. va venir créer plusieurs logements sur la surface en fait. C'est pas déconnant parce que du coup, là, tu es plus sur la même réglementation que les biens à usage d'habitation classiques où aujourd'hui on parle de hauteur sous plafond bientôt dans quelques années. On parle les aménagements sont plus tranquilles puisque du coup tu agences comme tu le souhaiterais. Alors ça nécessite forcément une faisabilité, hein, bien entendu, par rapport à la destination. Est-ce que tu gardes le bien tel qu'il est à usage pro ou tu le changes totalement à usage habitation, toi, de ton côté, quand tu vas vers ce genre de Mais bien-là? c'est vrai que, alors, en fait, ça va dépendre du projet. Si c'est pour faire de la location courte durée, je vais le garder à usage pro parce que ça m'évite d'avoir toutes les problématiques qu'on peut avoir de compensation et autres qu'on peut avoir sur de Ouais, l'habitation. ouais. Donc j'ai tout intérêt à le garder en pro. Et surtout qu'il faut savoir que même ce type de bien, aujourd'hui, au niveau de la location courte durée, tu as tout un business qui s'est créé. Justement, les locaux dont je te parlais tout à l'heure, dans les cours intérieurs, avant, ça valait que dalle. Aujourd'hui, ça vaut Hmm. le prix d'une surface habitable parce qu'il y a un business qui s'est créé là-dessus. C'est des produits aujourd'hui qui sont même rares. Donc, il faut savoir que moi, si je vous prends même un exemple, j'ai déjà revendu 2 biens d'habitation que j'exploitais avant en location courte durée. Ouais. Je les ai revendus. Alors, faut savoir, moi, je pense que de partout en France, il y a un marché pour des appartements neufs, entièrement décorés, entièrement meublés, Mhm. pour des investisseurs qui veulent, en gros, c'est un peu le concept du projet Climb qu'on peut avoir chez Investissement Locatif, chez Mastéos ou chez d'autres. Yes. Il y a vraiment un marché là-dessus. Et moi, les 2 biens que j'ai vendus, je les ai vendus avec, à chaque fois avec mon bilan, mon chiffre d'affaires que j'ai fait sur ces biens. Et ça m'a permis de les vendre largement au-dessus, Au-dessus du prix du mince, marché. large, voilà, largement au-dessus du prix du marché, grâce justement au fait que je vende un projet clé en main, prêt. En gros, tu relances les annonces et puis bam, c'est reparti, ça tourne, quoi. Là, tu vends de la renta et pas forcément le prix au mètre carré. C'est exactement ça.
C'est exactement ça. Très, Et très, très sur du bien. local pro, finalement, c'est pareil. C'est que si tu viens créer des logements de location courte durée sur une surface pro, bah, tu Hmm, vas revendre non pas une surface habitable, mais un produit financier à la personne qui va t'acheter ça, quoi. Donc tu vas vendre, comme tu viens de exactement. dire, une rentabilité. Très, très, très bien. Alors, question grosso modo de la part de Cinedi. Alors, Cinedi, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. Quel a été ton tout premier bien, appartement, IDR ou maison? Euh, pour de l'investissement ou pas de l'investissement? Alors, parlons investissement, puisque du coup, on est dans un groupe d'investisseurs. Investissement, du coup, porté sur de l'exploitation. Ouais, d'accord. Parce que juste pour la petite parenthèse, mon vrai tout premier achat immobilier, à l'époque, j'y connaissais rien en immobilier. J'ai acheté un VFA dans Hmm. du neuf. Alors pareil, s'il y a des promoteurs dans le groupe, notamment, bon, je pense, Ils ils vont, vont pas t'aimer. voilà, ils vont pas m'aimer, mais genre, alors, je veux pas mettre tout le monde dans la même, c'est comme dans tous les métiers, je veux pas mettre tout le monde dans le même sac, mais voilà, j'ai l'impression que ça se passe plus souvent mal dans du neuf que bien. Hmm. Donc voilà, mais je ferme la parenthèse. Mon tout premier bien, ça a été un appartement qui fait 40, qui faisait, parce que ça fait partie des 2 apparts que j'ai vendus, qui faisait 43 mètres carrés, qui était un T2, je l'ai aménagé en T3. Et ça a été, c'était mon appartement en location courte durée le plus rentable que j'avais sur Marseille, Ok. toute catégorie. Sur le Je côté suis, appartement, du coup, cette fois-ci. Ouais, ouais, j'ai commencé par un appartement parce que bon, s'il y en a qui ont les épaules, qui ont jamais investi, qui ont les épaules de commencer par un immeuble, c'est cool. Tant mieux pour lui. Moi, j'ai eu besoin de me faire ma petite expérience et prendre un risque sur 45 000 euros et prendre un risque sur 400 000 euros, c'est pas la Hmm. même chose, quoi. Donc, je suis monté crescendo. J'ai commencé par un deuxième appartement, un troisième, après un appartement de 103 mètres carrés que je suis allé diviser. Puis après, je me suis dit, bon, ouais, maintenant, j'ai des reins entre guillemets assez solides, je pars sur un immeuble, quoi. J'ai fait petit à petit, quoi. Et je vais même Yes. acheter un parking, hein. Je vais même acheter un parking. Ah, carrément. Ouais, du coup, c'est pas mal parce que du coup, ça montre l'expérience de je commence petit, ou en tout cas, je fais mes bêtises, je fais mes trucs et j'apprends. Et au final, on termine avec 20 biens en location en courte durée. Et que sais-je? J'ai envie de dire, les erreurs corrigent mieux que les conseils. C'est quand même d'autant plus vrai parce que là, tu nous montres carrément que on peut partir sur des conneries et se rattraper par la suite. Complètement. Et comme je te disais aussi, de toujours, parce qu'il y aura toujours des choses qu'on peut mieux faire, de toujours tirer une expérience de ça. Et Mhm. moi, je me souviens toujours, tu vois, d'une chose, c'est que suite à ma toute première acquisition à un promoteur, bah, à la suite de ça, j'avais commencé à me former en immobilier et je m'étais pointé à un séminaire et j'avais discuté avec quelqu'un et ça m'avait un peu marqué, tu vois, ça, même encore aujourd'hui, je m'en souviens. C'est que la personne, je vais la voir, je lui dis qu'est-ce que tu as fait toi en immobilier? Donc elle me dit, moi j'ai 3 biens à Aix-en-Provence en location courte durée. Moi, pour moi, c'était absolument énorme parce que bah, moi qui avais acheté que ma résidence principale, c'était déjà fou. Et Mhm. il me regarde, il me dit, et toi, qu'est-ce que tu as fait? Et moi, à ce moment-là, tu vois, je baisse un peu la tête. Je me dis, bah, j'ai acheté un VFA. Aujourd'hui, si je le revends, je perds 35 000 euros, machin et tout. Et c'est là où le mec me dit, alors tu vois, c'est con parce que c'est juste le fait de voir le verre à moitié plein hein, plutôt qu'à moitié vide. Il me dit, mais non, dis-toi pas ça, dis-toi que tu t'es payé une formation à 35 000 euros parce que si tu n'avais pas fait Exactement. si t'avais pas fait cette erreur, tu serais peut-être pas là aujourd'hui. Voilà, Alors, question, mais c'est complètement vrai parce que du coup, effectivement, encore une fois, les leçons, les meilleures leçons qu'on apprend, c'est quand on fait des erreurs et qu'on se reprend derrière. Ça, il y a pas de, il y a pas de sujet là-dessus. Faut rebondir après un échec et quand on a rebondi après l'échec, on se rend compte qu'on a appris beaucoup plus en un court laps de temps que quand on nous a inculqué ça dans la tête par des biais de formations directes. Euh, ouais. Question là plus complexe, encore une fois. Si demain, Cercle Imo organise du coup un séminaire, est-ce que tu es présent? Répète s'il te plaît, ça a coupé, excuse-moi. Si demain, Cercle Imo organise un séminaire, est-ce que tu es présent?
Bien sûr, avec Chaud ou pas plaisir. chaud? Il est chaud, Bien les sûr amis. qu'il faut. Excellent, excellent. Alors, on va faire juste une dernière question. État des lieux, justement, de ce que tu as aujourd'hui, sans trop rentrer dans les détails, mais juste pour faire un petit teasing sur ce que pourrait donner demain un autre live. As-tu tes immeubles, des appartements sous une même société ou plusieurs sociétés et combien tu as en grosso modo d'immeubles ou de biens aujourd'hui? Ouais. Alors dans des immeubles où j'exploite de la location courte durée, il y en a 1, 2, 3. Il y a 3 immeubles en location où il y a plusieurs, logements. Alors des fois, il y a des, en fait, il y a un seul immeuble, l'immeuble dont j'ai parlé, qui est full, location courte durée. OK, Dans les 2 autres, il y a des appartements location courte durée et des appartements location à l'année. OK, Et après, mes autres locations courte durée sont dans des appartements en copropriété. Donc ça OK. me fait à peu près une vingtaine de lots en location courte durée. Au total, ça me fait à peu près une quarantaine de lots. Après, j'ai ce dont j'ai parlé tout à l'heure, mon activité de marchand. Donc, il y Mhm. a le premier immeuble. Bon, là, j'ai quasiment plus aucun lot, mais il me reste encore 2 lots dans cet immeuble. OK. Et après, bah, j'ai la maison aussi de fond de cours. Ouais, celui qu'on Euh, suit d'habitude sur Instagram. voilà. Et là, bah, du coup, je suis sur l'acquisition de 2 immeubles qui font à eux deux. Il y en a un qui fait 9 lots, l'autre doit faire à peu près pareil, donc une vingtaine de lots les 2 immeubles. J'ai fait une offre sur un appartement sur Bordeaux aussi, un appartement de 80 mètres carrés qui a été accepté pour faire du marchand. Et Mhm. l'offre, bon, faudrait peut-être pas que j'en parle ici, mais voilà, pardon, je vais pas en parler. Ah, Tant, tant que on en c'est pas parle après, on signé, en parle après. parce que des fois, ça peut jouer des tours, donc bon. Mais je suis sur J'avoue, une offre sur un nouveau bien sur Bordeaux, sur un immeuble aussi sur Bordeaux. Voilà. excellent, excellent. Alors, tout ça, tu le finances fonds propres pour l'instant. Alors, au niveau auquel tu te positionnes aujourd'hui, c'est fonds propres ou plutôt en mode Euh, euh, financement pro? Alors jusqu'à aujourd'hui, alors moi j'ai une stratégie, en fait, c'est, de me dire que mes sociétés sont riches et moi je suis pauvre. Mhm. Donc avant de commencer, j'avais un petit peu d'épargne que j'avais accumulé, soit avec des jobs étudiants, soit avec, mon alternance, soit avec des petits projets que j'avais lancés. Mhm. Aujourd'hui, moi, à titre personnel, alors encore une fois, je parle de mon expérience, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Mais aujourd'hui, moi, je possède quasiment plus rien, tu vois, en compte épargne, ou ces choses-là, parce qu'en fait, j'ai tout injecté dans mes boîtes. Mhm. Je me verse un petit salaire pour favoriser en fait le développement de mes boîtes. De tes structures. Donc tout, voilà, de toutes mes structures. Tout à l'heure, tu m'as demandé aujourd'hui, j'ai une dizaine de structures réparties entre des SCI et des sociétés commerciales. Mhm. Euh, et voilà, moi, le but aujourd'hui, c'est de me dire, en fait, je me verse un salaire alimentaire pour vivre tous les jours. Quand j'ai Mhm. besoin de me faire plaisir, voilà, je sais aussi augmenter un peu ma rémunération pour partir en voyage ou des choses comme ça. Mais Mhm. j'essaie vraiment de maximiser la trésorerie de mes boîtes pour avoir de l'argent à investir et pour continuer à grossir. Et sur le financement, donc le marchand, j'ai commencé depuis un peu plus d'1 an maintenant. Les premières OP se sont fait en fonds propres. OK. Euh, Aujourd'hui, sur les prochaines OP dont j'ai parlé, là, on passera plutôt sur du financement. OK. Parce que si tu veux décupler bah, du fonds propre, c'est compliqué, quoi, parce qu'il C'est faut quand même limité, avoir ouais. voilà, faut avoir beaucoup de fonds disponibles. Et sur Mhm. tout ce qui est investissement locatif, ça, c'est que du financement. Pour l'instant, j'ai fait que du prêt immobilier. Il y a un moment où je pense que je vais devoir peut-être passer un peu sur du prêt pro aussi. Mais voilà, Mhm. je trouve que le fait, par exemple, d'acheter en SCI, ça reste une entité qui est très bien connue des banques aujourd'hui. Donc c'est plutôt facile à faire financer par rapport à une SAS ou une SARL, où j'ai l'impression que les banques, alors ça reste encore de mon expérience, quelqu'un qui est 10 fois plus grand que moi te dira peut-être le Mhm. contraire, Mhm. mais que en tout cas au début, je trouve que c'est plus compliqué de faire financer sur une SAS ou une SARL que de faire financer sur une SCI.
Très, très Donc bien. voilà. C'est vrai que de façon générale, c'est des sujets qui sont assez personnalisables, hein. Je pense que chaque profil est différent. Un millionnaire ou un 10 millionnaire, un milliardaire ne financerait pas de la même manière que quelqu'un qui a un demi-million de biens, par exemple. Alors, euh, juste une dernière question et après, je pense qu'on va essayer de clôturer là. Ouais. Vaut-il mieux se désendetter ou vaut-il mieux s'endetter pour pouvoir réaliser des opérations d'investissement? Alors, question Tu connais, assez large. tu, tu connais déjà la réponse, non? Il vaut mieux s'endetter. Il vaut mieux, il Ouais, vaut mieux. sincèrement, en fait, alors moi, faut savoir que dans ma petite histoire, j'ai quasiment toujours mis de l'apport sur mes financements parce que quand j'ai commencé, j'avais une situation compliquée, je me lançais dans l'entrepreneuriat, j'avais pas de salaire, j'avais Hmm. pas de bilan et en fait de mettre entre 10 et 20% d'apport sur mes premiers projets, ça Ouais. permettait d'améliorer mon dossier par rapport à quelqu'un qui venait en disant je veux pas mettre d'apport. Et cette stratégie, en fait, moi, aujourd'hui, j'en suis convaincu parce que j'essaie toujours de me calquer sur plus gros que moi. Et quand je regarde les gros professionnels de l'immobilier, par exemple des Hmm, bailleurs hmm, sociaux, des choses comme ça qui font des projets sociaux, il y a toujours une part d'apport. Généralement, c'est entre 10-15% d'apport sur des projets immobiliers. Quand c'est du marchand, c'est plutôt entre 20 et 30. Donc, hmm, j'essaie toujours finalement de calquer ma stratégie là-dessus. Et pour répondre à ta question, euh, pour moi, sauf un retournement exceptionnel de l'économie que je ne saurais même pas te définir à l'instant d'aujourd'hui, vaut mieux s'endetter que de se désendetter parce que, en fait, moi aujourd'hui, je le ressens dans ma situation, c'est que quand j'ai commencé, alors déjà, il fallait que je fasse mes preuves au niveau de la banque et en plus, j'avais pas beaucoup de cash, donc c'était hmm, compliqué. Aujourd'hui, où je commence à avoir un peu plus de cash sur des petits projets, c'est plus simple. hmm. Tu vois, je dis petit projet parce qu'en fait, quels que soient tes revenus ou ton épargne de C'est côté, en fait, relatif. voilà, c'est relatif parce que tu auras toujours les mêmes problèmes parce que au début, tu vas commencer par un projet à 100 000, 2-3 ans après, tu vas taper un projet à 1 million et les problèmes Hmm, de financement seront les mêmes que celui qui débute. Mais voilà, ça donne une solidité. Enfin, moi, pour moi, tu vois, vaut mieux avoir 2 millions d'euros dans le cours et 300 000 euros sur ton compte que d'avoir hmm. 1,5 million dans le cours et 0 € sur ton compte. Sur le compte. Après, Très, je très, sais très pas, bien. bon, dommage que Samir soit pas là pour confirmer ou pas le profil, mais voilà, j'ai une intime conviction que pour enchaîner les opérations, avoir du cash perso, avoir du cash sur ses boîtes, c'est quelque chose qui change la donne. Et moi, j'hésite pas à le mettre en avant dans mes projets. Voilà, j'hésite pas aussi même à dire que ce cash, alors certes, c'est une épargne de sécurité, mais ça me permet de couvrir des imprévus. Par exemple, l'exemple que j'ai donné sur mon immeuble de rapport, c'est ce qui m'a permis Exact. d'aborder. Si je l'avais flambé à partir en voyage tous les 4 matins ou je sais pas quoi, ben, j'aurais pas pu le faire. Donc Ouais, ça carrément. participe également. Et c'est vrai que des fois, même sur des gros projets, alors c'est pas forcément bien de le faire, mais moi, l'un de mes derniers immeubles en location courte durée que j'ai fait. Je savais qu'il y avait des travaux par-dessus la tête. Ouais. Je savais que j'allais avoir de l'épargne qui allait arriver ou que j'avais déjà sur mes comptes. Mais je Hmm. savais que si j'empruntais l'acquisition plus la totalité des travaux, ça passerait pas. Ça Donc passerait pas, ouais. j'ai volontairement diminué l'enveloppe de travaux pour que ça passe et j'ai financé en fonds propres le reste des Une partie travaux. des travaux. Ouais, Ok, une ok, grosse ok. partie quand même. Donc voilà, pour te Mais dire, ça reste une stratégie parce qu'au final, qu'est-ce qu'on veut? C'est la réalisation du projet avec le maximum de levier financier. Si ton levier financier, dans ta stratégie, le max que tu pouvais avoir, c'était ça, bah, tu as utilisé le max de levier financier que tu as pu pour pouvoir monter ton projet. Donc, ouais, encore une fois, c'est relatif. c'est On dit exactement ça. 100% utiliser au max le levier financier, mais il faut l'adapter à chaque situation et se dire, OK, bon, ben, dans mon cas de figure aujourd'hui, moi, je sais qu'en mettant tel bille, ça pourrait m'apporter tel levier en fait au niveau du financement. Donc, ok, ok, ok. Je suis plutôt. Tu réfléchis bien tes projets avant de te lancer. Euh, Question de Jérémy et au passage, je vous attends tous au prochain séminaire de Cerclimo. Bientôt, je l'annonce entre guillemets. Euh, euh, Montage holding avec tes dizaines de sociétés, montage holding avec régime Murphy pour l'instant.
pas d'intégration fiscale, on est d'accord. De toute façon, on en avait déjà parlé, mais je préfère que ce soit toi-même qui pose le cadre. Ah, notre ami, il a disparu. Non, pour confirmer un tout petit peu donc, la question qui a été posée, effectivement, il est plutôt en montage holding avec régime mère et fille par défaut, puisqu'il détient plus de 5% de capital de chaque société à travers sa holding. Il a dit tout à l'heure, il se rémunère le minimum possible pour garder le maximum, en gros, de levier sur ses sociétés. Dans plusieurs buts. Un, c'est de pouvoir permettre justement le développement de ces boîtes. Et on l'a vu tout à l'heure avec les financements qu'il nous a parlé tout à l'heure, les leviers euh, dont il nous parlait tout à l'heure. Ah, bon, mais Ouais, de retour, Florent. Je disais tout à l'heure, je confirmais un petit peu le montage que tu as fait, à savoir montage holding avec régime mère et fille. mhm, Régime mère et fille, pour la petite histoire, elle ne s'applique que si vous détenez au moins 5% du capital social de votre filiale. Donc, il faut à minima, alors il n'y a pas que cette règle-là, mais il faut à minima qu'il y ait une détention capitalistique de 5%. Donc, c'est bien ce que tu appliques toi de ton côté pour l'instant. c'est ça, ouais. Euh, Ouais. Je suis pas en intégration fiscale, parce que alors déjà, soit parce que sur des structures, sur certaines structures, je peux pas le faire, soit parce que, alors peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que l'intégration fiscale, en fait, c'est intéressant quand tu as une activité à côté qui génère vraiment un très, très gros déficit. Et je trouve que l'immobilier ne génère pas suffisamment de déficit pour justifier l'intégration fiscale. Après, je me trompe peut-être, mais c'est Non, non, l'impression que non, j'ai. mais comme on en a déjà discuté, effectivement, le sujet, il est clair, hein. C'est une intégration fiscale n'est opportun que si on peut cumuler du négatif avec du positif. Donc, il faut avoir du Ouais, déficit quelque part et du positif quelque part. Sinon, on n'optimise pas du tout les paliers de 15% de chaque société, en grosso modo. c'est ça. Et à savoir que l'intégration fiscale, avant de le faire, on définit d'abord un périmètre de société qui rentre dans l'intégration et ce périmètre-là n'est peut-être pas tout l'environnement juridique qu'on a conçu. On peut détenir des boîtes à 5%, d'autres à 15%, d'autres à 25% et d'autres à 95%, voire plus. Donc, du coup, on se limiterait dans l'intégration fiscale que des sociétés qu'on peut intégrer forcément dans le périmètre. Et le but Ouais, du jeu, c'est de pouvoir cumuler l'ensemble de nos résultats et de payer un seul et même impôt dans une société qui sera la holding. Bon, si on n'a pas de négatif, là, on a toutes les cases en moins, en fait. En gros, ouais. dans les avantages de l'intégration fiscale. On pourra en parler, hein, ça fait partie des sujets qu'on peut aborder notamment. Je vous ai mis un peu le lien Hello Asso là pour que vous puissiez voir un peu les événements à venir. Mais voilà, régime mère et fille validé, ça c'est sûr et certain. Versement de dividendes sur la holding quasiment neutre et rémunération grosso modo à titre personnel qui est assez faible, en tout cas le juste minimum pour pouvoir vivre. Et j'imagine que bah, tu profites un peu de tes boîtes. Ouais, alors de manière, moi, on m'a toujours dit, voilà, faut de manière raisonnable, quoi. Je pense que voilà, faut le faire intelligemment. Par exemple, c'est vrai que quand je pars à Marseille, Les bon, frais de déplacement. il y a une part de travail, il y a une part de un peu de plaisir quand même aussi, hein, mais voilà, donc c'est vrai que, bah, tout ça, ouais, frais de déplacement, restauration, machin et tout, ça passe, quoi. Mm, mm, Après, mm, mm, comme certains le savent certainement, des frais kilométriques, ça permet de sortir un peu d'argent de la boîte. mm, mm, Voilà, mm. je pense qu'il faut essayer de le faire intelligemment sans vouloir en abuser parce que souvent l'idée qu'on a, c'est partir aux Bahamas ou je sais pas où sur le dos de la société. Alors on l'a tous en tête hein, pour plaisanter, mais voilà, je pense que si ça peut justifier. Alors, en fait, c'est toujours ça. Moi, on m'a toujours dit, ma comptable m'a toujours dit, Mm. si tu es capable de justifier la dépense et Ouais, que c'est en rapport et que c'est proportionnel aussi par rapport au chiffre d'affaires que tu fais. Si tu exact, fais ouais. 10 000 euros, mais que tu te tapes un voyage à 6 ou 7 000 euros, Ouais, ça le fait pas trop. voilà. Par contre, si tu fais 15 millions et que tu fais un voyage à 5 000 euros, voilà, quoi, c'est négligeable, quoi.
Donc voilà, je pense qu'il Exactement. faut toujours garder un peu cette notion en tête. Voilà, les vraies notions à retenir, en tout cas dans les faits, c'est est-ce que la charge que je souhaite faire passer dans cette société-là est dans l'intérêt de la société? À partir du Ouais, moment où je bien. réponds à cette question, est-ce que c'est dans l'intérêt social de la société? Normalement, c'est passable. Normalement, c'est passable. Et bien entendu, tu l'as précisé aussi, il ne faut pas qu'il y ait d'abus. Alors, tout est relatif. Si je fais 100 000 et que je dépense 1000, ça va. Si je fais 10 000 et que je dépense 7 000, pour reprendre ton exemple, là, c'est quasiment de l'abus. Ouais. Alors, pour faire simple. Très, très bien. Bah, écoute, on arrive à 1h30 de présentation. J'ai bien aimé, en tout cas, discuter avec toi, partager ce moment tranquillement. Moi, j'ai retenu également qu'il y a un passage avec plaisir dans le prochain séminaire. Bien sûr. Et surtout, voilà, on développe, on évolue et on partage encore le maximum d'infos. J'inviterai chacun d'entre vous là qui suivez ce live ou qui regarderait la vidéo en différé, donc à mettre le maximum de commentaires et à poser le maximum de commentaires si possible. On sera là pour échanger avec vous, Florent, j'imagine que toi aussi. Bien sûr. Et puis, bah, partager au max cette vidéo hein, si besoin. Et on se retrouve tous les midis. Donc, rendez-vous sur Clubhouse tous les midis. Du lundi au vendredi, pendant 1 heure de temps à échanger sur des sujets IMO et naturellement bah, avec les différents programmes qu'il y aura sur le groupe, pourquoi pas. OK. Chers amis, Florent, merci beaucoup Ben, merci pour ton invitation, Joël, hein, c'était avec plaisir. et on se retrouve très très vite, hein, bah, disons demain du coup, si tu es là demain sur Clubhouse. Alors, ce qui est compliqué, c'est pour ça que je suis beaucoup moins là en ce moment, c'est que j'ai repris le sport et je fais le sport J'ai le vu ça, midi. Donc, quand j'y vais pas, tu vois, là, ce midi, j'étais sur la route, c'est pour ça que j'ai juste fait un petit coucou et je suis reparti. Mais quand je suis dispo, c'est avec plaisir. carrément, carrément. Bah, très très bien. Écoute, on se retrouve bah, quand tu peux dans la semaine, après la semaine d'après, peu importe, mais le rendez-vous est pris. Il sera à Leroy Merlin, non? C'est- Alix, J'y serai. c'est un chenapan. Non, non, mais t'inquiète pas, on le voit très bien avec ses tuiles sur les réseaux en ce moment. Bon, ben, à très vite, les amis. Ciao. Allez, salut. Yes.